Merci beaucoup. Je vais vous parler de cohésion sociale, surtout de manière, au fond, assez pointilliste, assez impressionniste, assez subjective, parce que je crois que la notion de cohésion sociale ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, ne veut pas dire grand-chose de précis. Et je pense que la notion de cohésion sociale s'est imposée à nous comme une manière de dire que les sociétés ne tenaient plus selon le vieux modèle classique qui était celui de l'intégration sociale. Quand j'avais l'âge d'être étudiant, quelle que soit notre obédience intellectuelle, c'est-à-dire que l'on soit parsonien, fonctionnaliste, marxiste, althusserien, etc., il y avait une idée qui s'imposait à tous, c'est que les sociétés étaient des systèmes intégrés. Voilà, c'était ça. L'objet de la sociologie, c'était de décrire l'intégration des systèmes sociaux, qu'elles soient décrites d'ailleurs d'une manière assez conservatrice, ou qu'elles soient décrites d'une manière très critique, disant l'intégration, c'est la domination qui s'exerce partout, à tout moment et en tout lieu. Il y avait une idée qui allait de soi, c'est que les sociétés étaient des systèmes intégrés. Et je crois que depuis une quarantaine d'années, cette idée s'est presque totalement délitée. Et pour désigner la manière dont les sociétés tiennent, plus personne ne parle d'intégration sociale. Tout le monde dit de manière très vague cohésion sociale. Ça s'est imposé dans le langage des sociologues, mais comme un concept mou, pour ce que j'en ai vu, ayant écrit un livre sur cohésion et éducation, où je me suis un peu lancé dans cette littérature. C'est devenu le langage des acteurs politiques. Bon. Mais le langage des acteurs politiques n'est pas insignifiant, je veux dire, c'est pas par hasard s'ils parlent comme ça. Et ça s'est imposé aussi dans le langage, surtout dans le langage des grands organismes internationaux, qui parlent comme ça. Aujourd'hui, l'OCDE parle comme ça, la Banque mondiale parle comme ça, le FMI parle comme ça, les grands organismes internationaux parlent comme ça. Alors ce que je vais essayer de dire, c'est qu'est-ce que c'était l'intégration, pourquoi on ne parle plus véritablement d'intégration sociale, et qu'est-ce que ça pourrait être la cohésion, en tout cas quel problème ça pose de mon point de vue. Alors je partirai d'une idée extrêmement simple. Une grande tradition sociologique, peut-être la grande tradition sociologique. Ça serait une discussion d'historiens pointus. Mais disons, la tradition Durkheim, Parsons, Bourdieu. Pour prendre des gens assez différents idéologiquement, sont des gens qui disent l'objet de la sociologie, c'est la société. Voilà. C'est la société, c'est-à-dire la description de la manière dont fonctionnent des systèmes sociaux, dont, au fond, l'originalité intellectuelle de la sociologie, c'est, comme le disait Émile, c'est d'expliquer le social par le social, c'est-à-dire de faire l'hypothèse qu'il y a un fonctionnement générique de la société. Dans un livre d'il y a quelques années, Bruno Latour a bien expliqué ça. Au fond, l'idée de société, c'est à la fois l'idée que nous vivons dans des sociétés et que la société explique la vie sociale. Hein, voilà. La société explique la vie sociale. Je reviendrai sur ces choses assez étranges. Et la sociologie a pensé comme ça. Si vous prenez, je répète, la sociologie jusqu'aux années 60, elle est grosso modo dominée par cette idée qui va de soi. Cette idée va de soi, j'ai envie de dire, tant que la vie sociale s'organise dans des sociétés nationales qui se vivent elles-mêmes comme des sociétés. C'est-à-dire, tant que, quand Durkheim écrit la société, il pense la France. Ça va de soi. Et c'est-à-dire que le cadre naturel de la vie sociale, c'est l'État-nation. C'est-à-dire, pour parler comme Gellner,
l'intégration très forte d'une culture nationale, d'une économie nationale dirigée par une bourgeoisie nationale et un État national, et d'une souveraineté politique nationale. Vous avez l'idée que la société, c'est la coagulation d'une souveraineté politique, d'une culture et d'une économie, ou pour parler le vieux langage, d'une structure sociale. Voilà. L'habitus, c'est comme ça. Hein, c'est la condition qui détermine la conscience, qui détermine la condition par des systèmes bouclés d'institutions qui renforcent le tout. Donc vous avez une description de la vie sociale qui est celle que j'ai apprise quand j'étais étudiant en sociologie, que tous les étudiants apprenaient. La subjectivité, c'est l'objectivité intériorisée. Il faut des institutions qui assurent le huilage. Hein. Quand on était étudiant, on disait la fonction de l'école, c'est la socialisation des individus conformément aux attentes de la vie sociale, idem pour l'Église, idem pour la famille, patati patata. La vie sociale étant conflictuelle, il faut des institutions politiques qui institutionnalisent le conflit, fassent qu'il soit négociable, patati patata, vive la démocratie. C'était pas idiot comme image, je précise, c'était pas complètement idiot. Et donc, la société était intégrée. Cette image s'est défaite, et ça se voit d'ailleurs dans l'espace de la théorie sociologique, où au fond, le fonctionnalisme a quasiment disparu. Bon. Il ne subsiste plus aujourd'hui que sous sa forme critique de la, je dirais, des effets de la pensée Bourdieu. Ça sert ça, mais pour le reste, les sociologues font du choix rationnel, c'est-à-dire se débarrassent de l'idée de société. Pas besoin de société pour les théories de choix rationnel, il n'y a pas besoin. Il y a besoin de vie sociale, mais pas de société, pas de système intégré. Je fais de l'ethnométhodologie, qui est quand même une manière radicale de se débarrasser de l'idée de société, qui devient une forme d'accountability parmi d'autres, etc. C'est les thèmes de la postmodernité. Enfin, c'est tous... Voilà, on sait... Ça a disparu, pour dire des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que c'était l'idée de société des sociologues? Je vais la définir d'une manière extrêmement simple pour bien me faire comprendre. C'est d'abord l'idée que la société est un système intégré dans lequel il y a une correspondance étroite entre les situations et les représentations. Au fond, le réflexe élémentaire des sociologues de la société, c'est de dire je mets dans une colonne des attitudes, des croyances, des comportements, je mets dans une colonne des situations sociales, et quand j'obtiens un bokeh 2, eh bien, j'ai la preuve qu'il y a de la société, c'est-à-dire j'ai la preuve qu'il y a un système de correspondance. C'est pas idiot, hein? C'est pas idiot. J'ai la preuve qu'il y a un système de correspondance entre l'acteur et le système. Voilà. Et il y a une structure sociale, c'est-à-dire que, j'y reviendrai, les inégalités ne sont pas une distribution aléatoire et anarchique des inégalités en fonction des revenus, du pouvoir, du prestige, des sexes, de la santé, des régions. C'est une structure de classe qui commande la totalité des inégalités. D'ailleurs, les autres inégalités, on ne les voit pas tellement. Hein, on ne voit pas tellement les inégalités qui ne rentrent pas dans ce cadre, etc. Et entre l'acteur et le système, eh bien, il y a les institutions, l'école, l'Église, qui fabriquent un individu qui correspond à la fois à la culture et à la situation, et qui fabrique à la Durkheim, je dirais, ou à la Bourdieu, c'est pareil de ce point de vue-là, qui fait que l'objectivité du social se transforme en subjectivité individuelle. Je désire librement ce que la société, c'est absurde de dire ça, ce que la société veut que je désire. Voilà. C'est comme ça, et vous avez des livres magnifiques, je pense au Suicide, qui dit quel est le malheur horrible quand le système de correspondance ne marche pas, quand les institutions ne font pas leur boulot, les gens se tuent, c'est anomique, se suicident, c'est l'horreur, parce que le contrôle social n'a plus fabriqué l'individu qui correspond à la société. Si vous voulez traduire ça dans le langage de l'habitus, vous le faites, ça ne change rien.
au raisonnement. Vous savez que le grand malheur, c'est quand l'habitus ne correspond pas à la situation, les gens deviennent malheureux, fous, votent Front National, c'est incroyable, etc. Bon, vous êtes dans un cadre que je présente très caricaturalement, mais où l'idée de société, c'est l'idée d'intégration sociale, d'intégration du système, de l'acteur, et on a vécu les choses comme ça. Et je répète, on les a vécues d'autant plus qu'il allait de soi que le cadre naturel de la vie sociale, c'était l'État-nation. C'est-à-dire que, quelles que soient vos opinions politiques, si je peux parler comme ça, il allait de soi que nous vivions dans une culture nationale qui avait des petits bouts de culture moins nationale, mais bon, quand même, que les immigrés n'étaient pas des minorités, mais des futurs nationaux. Hein, c'était comme ça. Je lisais le bouquin de Noiriel sur le Creuset français. C'est pas du tout des histoires de minorité, c'est comment on va fabriquer des Lorrains avec des Italiens. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Des institutions qui ne sont pas là pour créer de la mobilité sociale ou je ne sais quelle bêtise d'ascenseur social, pour parler comme on parle maintenant, mais qui sont là pour fabriquer des Français, des citoyens avec une langue nationale, une culture nationale, un imaginaire national. En France, l'école, j'avais écrit un livre là-dessus, pardonnez-moi de l'évoquer, mais c'est un livre que j'aime bien, où j'explique que l'école républicaine s'est substituée à l'Église de ce point de vue-là de manière quasi mimétique. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que les profs restent les derniers curés de notre société, ceux qui sentent que le sacré est menacé chaque fois qu'il y a un changement. C'est très rigolo de voir ce langage théologique qui est celui de l'école. Et vous avez un système qui a été le cadre de la sociologie, je répète. Alors, pourquoi ce cadre a été si fort ? Je crois que c'est un cadre qui a été très, 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 très fort parce que l'idée d'intégration sociale peut être à la fois une idée conservatrice et une idée critique. C'est une idée idéologiquement réversible. Hein, vous pouvez dire l'école socialise pour le meilleur des mondes possible, ou elle socialise pour plier l'individu aux nécessités du système. Mais l'objet que vous décrivez fonctionne de la même manière dans les deux cas. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hein ? Vous pouvez dire le rôle masculin, le rôle féminin sont fonctionnels. Vous pouvez dire tant mieux, vous pouvez dire c'est pour dominer les femmes. Mais la description reste entière. Le plus fonctionnaliste des penseurs français, ça a été Althusser. Alors, chez lui, il n'y avait pas un boulon de guêtre qui ne servait pas à aliéner la classe ouvrière, hein, je veux dire. Mais c'était appareil idéologique d'État, tout fonctionnait parfaitement bien. Deuxième force de cette idée, c'est un récit de la modernité. C'est-à-dire l'idée très, très forte, c'est que ce système est de plus en plus complexe, de plus en plus régulé, de plus en plus rationnel, et il y a toujours un récit de la sociologie, c'est un récit qui a organisé la plupart des livres de sociologie, qui est, vous le connaissez tous, avant il y avait la communauté, maintenant il y a la société, avant il y avait la croyance, maintenant il y a la raison, avant il y avait les coutumes, maintenant il y a la science, avant il y avait la communauté, maintenant il y a l'individu. Et c'est une pensée assez forte parce qu'en particulier, elle rend caduque le fameux couple qui fait des tonnes de dissertations inutiles, le couple micro-macro. La sociologie est micro et macro, à la fois. Hein. Je décris l'acteur et le système dans le même mouvement, puisque l'acteur est le système intériorisé et que le système est le produit de ces acteurs fabriqués pour le fabriquer. Et évidemment, on est complètement dans... on renvoie au calende grec aussi l'opposition holisme-individualisme. La sociologie est holiste et individualiste. Je rappelle que Durkheim dit très brillamment « Le Dieu des sociétés modernes, il ne saurait y en avoir d'autre, c'est l'individu. » Mais l'individu n'existe que parce qu'il est parfaitement socialisé, qu'il a fait sienne les valeurs de la société, et au fond, il fait librement ce que la société souhaite
a besoin qu'il fasse. Voilà. Vous avez donc une morale, un imaginaire, et si vous n'étiez pas né à cette époque, moi je vais profiter du privilège très discutable d'être vieux. Si vous prenez la France des années 60, eh bien, le général de Gaulle et le Parti communiste et l'Église catholique voient la vie sociale comme ça. Si vous aviez dit à l'époque « la France n'est pas une société », on n'aurait même pas compris de quoi vous parliez. Hein, l'école, il y avait derrière une opposition idéologique frontale un accord sur la nature de la vie sociale extrêmement profond. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont la nostalgie inépuisable de cette espèce de moment où la société était enfin intégrée. Alors ça, c'est l'invention des sociologues, cette espèce d'horloge. Voilà. Et les sociologues sont les théologiens de la société. Les sociologues sont les... J'utilise l'horloge évidemment au sens Voltaire. Comment se fait-il que cette horloge existe et n'est point d'horloger? Et le sociologue est l'horloger qui dit « mais rassurez-vous, derrière le désordre apparent de la vie sociale, il y a un ordre caché, il y a un ordre profond, il y a des lois de la vie sociale, il y a des régularités de la vie sociale. Et au fond, si la statistique me montre que les régularités fonctionnent, eh bien c'est vrai, si tous mes ouvriers votent plutôt comme ça, toutes mes femmes vont plutôt comme ça à la messe, et tous les gens vont à l'école en fonction de leur catégorie sociale, c'est bien qu'il y a un Dieu caché qui tire les ficelles. Voilà, et ce Dieu caché, c'est la société. C'est pour ça que Durkheim reste pour moi un sociologue génial, quand il explique que qu'est-ce que c'est que la religion, c'est la manière dont la société s'adore elle-même, parce que c'est un miracle incroyable de voir que des individus libres et égaux qui font pour l'essentiel ce qu'ils veulent, fabriquent quand même un monde prévisible et harmonieux. Voilà l'idée d'intégration sociale qui a fonctionné, pourrait-on dire, entre 1880 et 1970, pour dire les choses très simplement. Il y a des contre-tendances, mais le fleuve, je dirais, central, le mainstream de la sociologie, c'est ça. Hein, la sociologie américaine, elle est pendant un long moment dominée par ce modèle-là, la sociologie française, etc. Alors, pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi progressivement on a abandonné cette image de l'intégration sociale? Pourquoi le mot intégration sociale a disparu? Je crois d'abord que la première chose qui a disparu, c'est que nous avions un régime d'inégalité dans les sociétés modernes et capitalistes qui fait que les inégalités sociales étaient conçues comme un système d'inégalités. Alors, c'était un sujet de dissertation d'ailleurs très à la mode à l'époque, qui s'appelait classe ou strate. Est-ce que les inégalités, qui sont une strate, des strates infinies, selon le revenu, etc., et toute l'astuce était de dire derrière les strates multiples d'inégalités, il y a en réalité un ordre de classe. Et je signale que cette croyance dans l'ordre de classe des inégalités, vous la trouvez évidemment chez les sociologues marxistes, mais vous la trouvez chez Raymond Aron à l'état chimiquement pur, alors que Raymond Aron est éditorialiste au Figaro. Ce n'est pas un problème de droite et de gauche. On croit, on pense qu'il y a une structure, un régime d'inégalité structuré. Que ce n'est pas un désordre des inégalités, qu'il y a un ordre des inégalités, un système des inégalités. Bon, aujourd'hui, évidemment, le sentiment que nous avons, c'est celui d'une explosion des inégalités, et d'une explosion des inégalités d'autant plus forte que les inégalités ne forment plus de système. C'est-à-dire que on voit bien aujourd'hui que vous avez des inégalités multiples. C'est-à-dire, je prends l'échelle des revenus, j'ai des inégalités. Je prends l'échelle des modes de vie, j'ai des inégalités. Je prends l'échelle de la santé, j'ai des inégalités. Je prends l'échelle de l'éducation, j'ai des inégalités. J'en ai des sommes. Et d'une certaine façon, elles explosent. Elles explosent parce que la structure qui les tenait n'est plus véritablement une structure. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hein.
Ce qui crée d'ailleurs ce sentiment très paradoxal d'une explosion des inégalités, alors qu'elles explosent. Je ne vais pas me rendre populaire, mais quand même, les chiffres sont ce qu'ils sont. Elles n'explosent pas tant que ça. Mais en revanche, il y a le sentiment de panique, c'est qu'elles ne font plus système. Et donc, vous voyez apparaître des inégalités qui étaient beaucoup plus fortes avant, mais qu'on ne voyait pas. Je pense à un exemple évidemment extrêmement bébête. Dans les années 50-60, il y a les inégalités hommes-femmes n'intéressent personne. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Elles sont beaucoup plus fortes, les inégalités entre les hommes et les femmes, dans les années 50, qu'elles ne sont aujourd'hui, mais considérablement plus fortes. Comme elles participent d'une structure, elles sont d'une certaine manière naturalisées, pas tellement vues comme des inégalités. N'imaginons pas que Simone de Beauvoir est élue dans les trains de banlieue. C'est pas vrai. Le Parti communiste ne veut pas entendre parler des inégalités hommes-femmes, parce qu'il dit que ça va foutre le bordel dans les familles. La bonne famille, c'est monsieur au boulot, madame à la maison, et pas de pilule. Explique Jeannette Vermersch, parce que si les femmes prennent goût au plaisir, on ne sait pas où on va. Bon. Vous êtes... Non, mais j'insiste beaucoup là-dessus. La France est un pays rempli d'immigrés. Bon, rempli d'immigrés. Quand Alvax, Maurice, rentre de Chicago en 1930, il fait un très bel article en France sur l'école de Chicago. Et il dit, ces gens sont formidables, ils font des enquêtes formidables, c'est des gens magnifiques. Et il ajoute, il s'intéresse à des choses qui n'ont aucun intérêt pour nous, à savoir l'immigration. Or, le taux d'immigrés en France en 1930 est à peine inférieur à celui des immigrés aux États-Unis à la même époque. Sauf qu'en France, les immigrés, on ne les voit pas. Sociologiquement, on ne les voit pas. Ce sont des futurs ouvriers. On voit des futurs ouvriers, ou des chômeurs, ou des... Mais ce n'est pas des immigrés. Ça ne compte pas. Vous cherchez chez Durkheim, il n'y en a pas. Alors qu'il y en a. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc vous avez l'image d'une structure qui explose, et au fond, on le voit bien aujourd'hui, la transformation de la question sociale, qui était la question de l'usine et du travail, eh bien, c'est déplacé, c'est la question de la ville, des quartiers, des jeunes, des banlieues. C'est une question polymorphe qui fait que l'idée d'une structure qui serait la base de la vie sociale est une idée de plus en plus fragile. Deuxième changement, évidemment, c'est les changements dans la socialisation. Si vous disiez aujourd'hui à un enseignant que l'école est une machine qui a la capacité de formater les élèves aux attentes d'un système, sauf s'il est dans une classe prépa peinarde de Caen, logiquement, il vous colle 2 claques. Parce que son expérience banale, c'est que c'est pas du tout ça qu'il fait. Mais alors, pas du tout, du tout. Que ça marche pas du tout, du tout. Et depuis 30 ans, on ne parle de l'école, mais en France, mais partout au pays du monde, que pour dire c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise, c'est-à-dire c'est la crise d'un modèle institutionnel. C'est pas la crise d'une organisation, c'est la crise d'un modèle qui se représentait comme étant porteur d'une culture qui allait se diffracter dans la subjectivité des individus. L'expérience élémentaire de l'école, c'est que c'est pas comme ça. Ce qui régule l'école aujourd'hui, c'est la compétition scolaire. C'est la concurrence des groupes, la concurrence des familles, c'est l'instrumentalisme des élèves. Plus personne ne serait d'ailleurs capable en France aujourd'hui de dire de quelle valeur l'école se sent-elle porteuse. On pourrait faire un discours dimanche matin en état de semi-ivresse là-dessus, mais personne ne pourrait raisonnablement dire de quelle valeur il s'agit, de quel sujet il s'agit. C'est fini. On est dans d'autres modes de régulation, certainement pas d'institution. Prenez les travaux sur la famille, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent que pendant très longtemps, la famille était l'institution qui emboîtait les sentiments des individus dans des obligations sociales. Aujourd'hui, c'est plutôt l'image de Singly qui s'impose, c'est la famille et le résultat aléatoire du jeu étrangement instable des sentiments amoureux. C'est-à-dire qu'elle est passée cul par-dessus tête, pour employer une métaphore extrêmement discutable.
C'est-à-dire si on s'aime, ça marche. Si on s'aime pas, il n'y a plus de raison de rester ensemble. Bon, dans la famille moderne parsonienne, on s'aime, on se marie, mais on se marie avec un rôle social et on ne bouge plus. Ça, c'est une institution. Aujourd'hui, c'est une drôle d'institution. Et d'ailleurs, bon, ce qui fait que le discours, d'ailleurs, de la sociologie est un discours récurrent de la crise de l'école, la crise de l'institution, la crise de la famille, la crise des modèles, parce qu'effectivement, ça ne marche plus. On a aussi un énorme changement dans la crise de la société nationale. Bon. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne pourrait raisonnablement dire le Front National fait 20%, c'est pas compliqué, c'est une bande de crétins manipulés. C'est une bande de crétins manipulés, mais pourquoi sont-ils manipulables? Et ils sont manipulables parce qu'on voit bien que ce qui se joue aujourd'hui, c'est que les sociétés nationales telles qu'elles s'étaient imaginées, c'est-à-dire culturellement et économiquement homogènes, sont complètement emportées par le fait que l'économie nationale n'existe plus véritablement. Je veux dire que vous êtes jeune, je suis sensible à l'archaïsme que pourrait avoir ma formule de vous rappeler que moi j'ai connu une société dans laquelle le ministère des Finances pratiquait l'inflation compétitive. La dévaluation compétitive disait je ferme les frontières, j'arrête ce produit, je lance celui-là, je baisse le prix du franc pour mieux exporter, je monte le prix du franc pour acheter du pétrole moins cher, je fais ma politique. Aujourd'hui, plus personne, à part la Chine éventuellement, ne ferait ce genre d'affaires. N'imagine même que ça soit possible. Bon. Quant à l'imaginaire national, nous savons tous que nous allons vivre dans des sociétés plurielles, des sociétés qui sont des sociétés nationales, mais dans laquelle il n'y a plus de culture nationale centrale et homogène. Au fond, on va devenir Canadien. Voilà. Mais ils vivent pas si mal que ça, les Canadiens, je le signale. Hein. Mais si vous leur dites qu'il y a au cœur de la société un modèle national qui est le trappeur canadien, etc., il y a un tas de gens qui vous disent mais moi, il se trouve que je suis bouddhiste, moi, je suis musulman, moi, que les trappeurs, je ne sais même pas que ça existe, et cependant, je suis un très bon Canadien. Vous voyez ? Mais c'est une révolution incroyable. Incroyable. Donc vous avez évidemment en face des mouvements de gens qui disent tout cet imaginaire national fout le camp. Comment dirais-je ? Je ne reconnais pas le pays dans lequel je vis. Hein, voilà. Imaginez, alors on ne va pas parler de la France parce que c'est un peu tendu, mais imaginez ce que c'est que pour un Italien de voir aujourd'hui à Rome des toits de mosquées. Je ne sais pas si vous avez une conscience de ce qu'est l'Italie, des rapports de l'Italie et du catholicisme, de voir des toits de mosquées. Si vous aviez dit ça il y a 50 ans, les types vous auraient dit, mais vous dites strictement n'importe quoi. Vous comprenez ? Donc, on va parler des langues locales, nationales, et on sait bien que le français devient une langue locale. Que si vous voulez faire une carrière scientifique honorable, il faudra faire très rapidement votre thèse en anglais, autrement vous serez lu par des vieilles personnes en France qui regardent FR3. Voilà. Mais que vous n'existez plus, d'une certaine façon. Donc, je veux dire que c'est comme ça. La structure, les inégalités n'ont pas disparu, mais dire qu'elles forment une structure, c'est très compliqué. C'est le moins qu'on puisse dire. Les institutions, dire qu'elles socialisent selon des canons établis, c'est un pari extrêmement étrange. Et la culture nationale, évidemment, et l'économie nationale sont très faibles. Ce qui fait qu'on a de formidables déceptions institutionnelles et que nous vivons, alors notamment en France, parce que la France est le pays qui s'est vécu comme l'incarnation absolue de la société, d'une certaine façon, avec sa classe ouvrière, son parti communiste, son État national, républicain, sa culture nationale, son réseau ferré, ses casernes, sa carte Michelin qui part du parvis de Notre-Dame. C'est une représentation qui n'est plus qu'un imaginaire de plus en plus faible,
Et d'une certaine façon, on est dans des cycles de déception continue, c'est-à-dire l'école n'a pas tenu ses promesses. J'ai beaucoup étudié ça. Comment se fait-il qu'en ouvrant l'école à tous, on a fait simplement qu'un transfert des inégalités à l'intérieur de l'école, qui sont beaucoup plus mal vécues que quand elles étaient à l'extérieur, puisqu'on a créé une promesse d'égalité qu'on ne tient pas. Avant, on ne promettait rien aux gamins de la classe ouvrière. On ne leur promettait pas qu'ils réussiraient leurs études. Tandis qu'aujourd'hui, on le leur promet, on ne tient pas la promesse et on les accuse d'être responsables de leur malheur. Bon, voilà, on pourrait continuer ce genre d'affaires. Les efforts de santé sont absolument considérables, en tout cas en termes de PIB. L'espérance de vie augmente et en même temps, on a un retour du refoulé, les inégalités de santé se maintiennent et le nombre d'années en mauvaises conditions s'accroît, ce qui fait qu'on peut même se demander si le jeu en vaut l'argent. Enfin, il y a une déception qui s'est créée, non pas parce que le monde va plus mal qu'avant, ça je voudrais bien le signaler, mais parce que tout simplement les représentations qui organisaient l'idée d'intégration sociale ne sont plus là. Et donc, il y a ce sentiment de délitement, d'éclatement, d'explosion. On pourrait montrer aussi comment la question sociale s'est transformée en passant de l'usine au quartier. Quand vous disiez question sociale jusqu'en 1970-80, vous disiez Renault, OS, Billancourt, classe ouvrière, etc. Aujourd'hui, si vous dites question sociale, les gens vous disent quartier, immigrés, banlieue, jeunes, émeutes. C'est un retour des classes dangereuses du XIXe siècle. Et d'ailleurs, le discours de la droite aujourd'hui se ressemble scandaleusement au discours de Thiers sur les classes dangereuses, c'est-à-dire salauds de pauvres. Voilà. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas uniquement dans le ciel des idéologies, que c'est une représentation de la vie sociale qui a basculé. Et donc, la plupart des sociologues vont avoir un réflexe que j'ai parfois de dire c'est la crise. Au fond, la sociologie, ça a consisté à décrire l'intégration de la société. La sociologie, ça consiste à décrire la désintégration de la société, la crise de l'intégration. Livre 1, l'école, ça ne marche pas. Livre 2, la famille, ça ne marche pas. Livre 3, l'hôpital, ça ne marche pas. Livre 4, l'université, je ne vous dis même pas. Livre 5, c'est la fin de la classe ouvrière. Livre 6, on peut y aller à l'infini. Et on peut même dire chaque fois, je vais révéler de nouvelles inégalités qui ne sont pas du tout nouvelles, mais qui explosent comme ça parce qu'elles deviennent brutalement visibles alors qu'elles étaient encastrées dans le système de l'intégration sociale. C'est pour ça que je fais l'hypothèse aujourd'hui que le thème de la cohésion s'est imposé. C'est qu'on ne parvient plus à décrire la vie sociale en termes d'intégration, ou alors on ne la décrit que pour dire qu'elle n'est pas intégrée, la vie sociale, et on va la décrire en termes de cohésion, ce qui n'est pas un concept aussi robuste que celui d'intégration, mais qui est un concept qui renvoie à plusieurs signes cliniques d'un basculement au fond de la représentation de la vie sociale. Alors ces signes cliniques, moi j'en ai trouvé quelques-uns qui ne sont pas très originaux, mais je vais les évoquer. Des choses qui sont extrêmement sensibles. D'abord, ce qui est très extrêmement frappant, c'est le transfert de charges vers les individus. Dans l'idée de société est une image dans laquelle la vie sociale est ordonnée comme le sont des poupées russes. Vous savez, des poupées qui ont toutes la même forme et qui s'emboîtent. Et au fond, le petit individu qui est le cœur de la vie sociale a la forme de la poupée qui lui est la plus grande, qui a la forme de la poupée qui lui est la plus grande, et au miracle, ça colle. Au miracle, les gens ont le rôle qu'ils doivent occuper, ont la subjectivité qui correspond au rôle, c'est parfait. Voilà.
on est dans le monde apaisé, je dirais, de la maison kabyle de Bourdieu. Voilà, où la maison et l'habitant sont quasiment la même chose. Mais c'est un très grand texte. Mais voilà. Donc vous avez, ou c'est l'image de l'individu à la Marcel Mauss. Hein, c'est l'individu qui a fait le social lui-même. Aujourd'hui, vous avez une image complètement différente de l'individu. C'est que l'individu est devenu quelqu'un qui doit, ce n'est plus quelqu'un qui doit se conformer aux attentes sociales, c'est quelqu'un qui doit produire lui-même de l'action, qui doit produire lui-même de l'énergie, qui doit être l'auteur de sa propre action. Alors par exemple, un des thèmes majeurs, c'est le thème de l'empowerment, pour parler chic. Ça veut dire aux malades, t'es malade, d'accord, mais t'es plus dans le monde tranquille de Parsons, où tu fais confiance aux médecins pour qu'ils te soignent, tu vas te prendre en charge, espèce de feignasse. Bon, c'est ça qu'on dit aux malades. Enfin, c'est ça qu'on dit. En réalité, moi j'ai fait des enquêtes à l'hôpital, les malades, ils restent vachement parsoniens. Ils trouvent que c'est drôlement bien qu'on s'occupe d'eux et qu'on ne leur demande pas. Mais l'idéal, c'est ça. On ne dit plus à l'élève, tu apprends tes leçons, et à force de les apprendre, tu finiras par avoir la foi, comme disait Pascal. Hein, tu apprends ta leçon, puis à force tu croiras. On dit à l'élève, mobilise-toi, et des projets, vas-y. Et j'ai une enquête actuellement sur les étudiants. Plus les étudiants sont dans des filières où il n'y a pas de perspective professionnelle, plus leur taux de projet personnel est élevé. Autrement dit, quand je suis dans une école d'ingénieur, je n'ai pas besoin d'avoir de projet. Quand je suis en premier cycle de sociaux, il faut que j'en ai. Parce qu'on va faire passer la charge d'avoir des projets sur l'individu. Évidemment, la famille, ça n'est que le produit des projets. Hein, il ne suffit pas de jouer son rôle. Il faut de la psychologie, de l'érotisme, et d'ailleurs, on change souvent de... Enfin bon, voilà. Il faut travailler. Voilà. Il faut travailler et il y a un transfert de charge. Alors je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais c'est le monde très très bien décrit par Boltanski et Chapelleau sur le nouvel esprit du capitalisme. Autrefois, l'ouvrier, on lui disait, tu fais ce qu'on te demande et tu fermes ta gueule et tu seras récompensé. Ça s'appelait le taylorisme. Que les ouvriers critiquaient fortement, mais auxquels ils trouvaient quelquefois des bénéfices, c'est qu'au moins tu profiles bas. Hein, voilà. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est allez-y, battez-vous, mobilisez-vous, faites des contrats, on va organiser le travail d'une manière tout à fait... les néo-management visent à casser les routines. Il y a une phobie des routines, disant l'ennemi du travail, c'est la routine. Et donc, il faut déroutiniser sans cesse, mettre les gens en situation d'incertitude. Bon. Alors, il faut être là-dessus très attentif, parce que, à la fois, quand vous prenez les enquêtes sur le travail, les gens dénoncent le stress, mais il faut bien se rappeler que personne ne rêve de revenir à l'état antérieur. Hein, le triomphe de l'individu est quand même suffisamment fort pour qu'on dénonce les pathologies de ce transfert vers l'individu, mais personne ne rêve. Moi, je n'ai pas eu d'enquête ouvrière où les gens disent « Ah, on aimerait bien revenir au travail à la chaîne ». Personne ne veut dire ça. Donc, mais vous avez cette espèce de déplacement vers l'individu, la responsabilité, l'exigence de créativité, le désir d'être soi, et au fond, c'est le modèle éthique dominant. Pensez au livre de Charles Taylor, dire bon, la modernité, c'est l'obligation d'être soi-même. Voilà, l'obligation d'être libre. Alors, il faut faire très attention parce qu'on est contre ça, mais en général, on est contre ça chez les autres. On est très favorable à ça pour soi. Hein, je veux dire, je suis contre le fait que mes élèves soient des emmerdeurs créatifs, mais très favorable à ce que mes enfants le soient. Je suis très critique des désastres, des divorces élevés
chez les pauvres que ça met dans des situations impossibles quand on est travailleur social, mais très favorable à ce que les classes moyennes continuent à vivre comme dans les films de Woody Allen. Et moi, mon hypothèse, René, c'est qu'une bonne sociologie est une sociologie que le sociologue s'applique à lui-même. Je déteste les sociologistes, vous savez, où le sociologue explique les autres d'une manière qu'il répugnerait complètement à s'appliquer à lui-même. Tous les gens sont cyniques, tous les gens sont des cons qui ont un habitus mécanique, mais pas moi. Bon. Non, c'est pas comme ça. On est extraordinairement ambivalent sur toutes ces questions-là. On va dénoncer ce poids qui est sur l'individu, mais en même temps, le rêve de l'individu autocréateur est un rêve auquel on ne renonce pas et qui est peut-être plutôt une bonne chose. En tout cas, c'est comme ça que s'explique aujourd'hui le succès de la théorie extrêmement sympathique d'Honneth sur la reconnaissance. Qui aurait imaginé que l'école de Francfort, qui a commencé par une critique générale de la réification à la Adorno, Weber plus Marx, qui a continué par une théorie de la démocratie pure à Habermas, aujourd'hui construit une théorie critique sur le besoin de reconnaissance dans le regard d'autrui. C'est-à-dire une théorie dans laquelle la bonne société, c'est la société qui est bonne pour l'individu. Pendant longtemps, l'utopie de la bonne société, c'était la société la plus rationnelle, la plus égalitaire, la plus maîtrisée. Le rêve communiste, évidemment, étant une sorte de fantasme absolu de maîtrise totale du monde. Aujourd'hui, la bonne société, c'est la société qui est bonne pour ceux qui y vivent. C'est-à-dire qui leur donne le maximum d'action possible, le maximum de subjectivité possible. Donc c'est un vrai changement. La critique, évidemment, elle est connue. C'est la critique, c'est celle de Castel, c'est de dire, évidemment, il n'y a pas à être contre ce transfert sur l'individu, mais il y a en revanche à dénoncer le fait que, c'est un raisonnement un peu mertonien au fond, qu'on impose aux individus des épreuves auxquelles ils ne pourront jamais satisfaire. Je vous demande d'être un individu, mais je ne vous donne ni les ressources économiques, ni les ressources culturelles, ni la stabilité émotionnelle qui vous permet de le devenir. L'exemple type, au fond, c'est quand des gens socialement très défavorisés ont des rêves de liberté type classe moyenne, ce que je trouve parfaitement acceptable, mais n'ayant pas la ressource d'assumer ces règles, ces rêves, ils se trouvent dans des situations d'effondrement économique et psychologique absolument désastreux parce qu'ils n'ont pas le capital, pour parler comme ça, ou les capitaux qui font que... voilà. Quand on est pauvre, il ne faut pas lire elle. Voilà. Parce que vous vous retrouvez, comme on dit, femme en famille monoparentale, c'est-à-dire pauvre comme Job. Voilà. Donc, mais ce modèle culturel s'est complètement installé avec ce transfert sur l'individu. Je voudrais dire que personne n'y échappe, j'y reviendrai, personne n'y échappe vraiment, j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième indice qu'on pourrait prendre, c'est le problème sur lequel travaillent beaucoup de sociologues, c'est le passage du gouvernement au pilotage, où c'est le passage des normes à la régulation. C'est-à-dire qu'au fond, dans l'idée de société, il y a un centre, c'est le thème weberien, il y a un centre créateur de normes rationnelles, et les normes rationnelles vont réguler les conduites des individus par des systèmes de contrôle social et d'institutions. Bon. C'est le modèle du plan, d'une certaine façon. C'est le modèle de l'école qui fait un programme national et ce programme est décliné par tous les professionnels qui y adhèrent, etc. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il suffit de prendre la transformation de l'université, qu'elle nous plaise ou non. Ce n'est pas une transformation anecdotique. Elle dit « je vais créer des unités politiques ». Le système normatif n'est pas là pour que les gens respectent des règles. Le système normatif, c'est là pour que les gens jouent. Les bonnes règles, c'est celles qui font que les acteurs jouent. Et donc, je vais vous évaluer, donc je vais vous mettre en concurrence, donc je vais vous rendre autonome financièrement, et si vous ne jouez pas,
vous allez disparaître. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce qui, d'ailleurs, au passage, n'a rien à voir, de mon point de vue, avec le libéralisme. Je le signale au passage. Ou alors, le libéralisme est un deus ex machina qui couvre la totalité de la planète, parce qu'on trouve ça exactement au Canada, aux États-Unis, dans les pays scandinaves. C'est de dire, les politiques publiques, c'est des politiques qui mobilisent les acteurs, qui ont des objectifs limités. Je fais une politique sur tel programme de santé, sur tel programme scolaire, sur telle réforme des institutions. Et la règle, c'est pas de créer un monde, l'objectif, c'est pas de créer un monde de règles établies une fois pour toutes dans leur perfection, c'est de mettre les acteurs en position de jouer. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes très fatigués en général, parce que à peine aurons-nous mis en place la nouvelle régulation de la nouvelle réforme, à peine aurons-nous appris à la jouer qu'on verra arriver une nouvelle régulation nous obligeant à apprendre notre jeu pour jouer d'une autre partie, d'une autre manière, etc. C'est comme ça que font les conseils régionaux, c'est comme ça que font les conseils généraux, c'est comme ça que font les appareils scolaires, c'est comme ça que font les politiques de santé. C'est vraiment un changement considérable. De même que l'individu doit être mobilisé, les politiques publiques consistent à mobiliser la société. Vous faites une politique, par exemple, c'était très à la mode il y a quelques années, qu'on appelait de sécurité. Vous faisiez un diagnostic de sécurité, vous mettiez les flics, les instituteurs, les travailleurs sociaux, les parents, les élus, tout le monde, et vous faisiez un dispositif, et une fois que ce dispositif était fait, eh bien vous en refaisiez un autre, et puis vous en refaisiez un autre, et c'est comme ça que l'on fabriquait, ou que l'on pensait fabriquer, ou que l'on pense toujours fabriquer, ces dispositifs qui d'ailleurs effacent progressivement les barrières du public et du privé. Ça finit par flotter de plus en plus. Je ne fais pas l'apologie de ça, je pourrais bien le préciser, je constate que c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et comme ça qu'on fait partout. Si ça vous intéresse, il y a un livre de Patrice Durand qui s'appelle « Penser l'action publique », qui pour moi est une petite merveille, qui raconte cette évolution de la conception de l'action publique, qui s'est opérée en France sous les années, d'ailleurs, Mitterrand. Il faut dire que ce n'est pas exactement la déclinaison d'un système, etc. Troisième changement auquel je suis très sensible et auquel j'avais consacré un petit bouquin, c'est que quand vous êtes dans le modèle de l'intégration sociale, l'idée de justice sociale est d'abord centrée sur la réduction des inégalités entre les places sociales. Quand vous concevez la société comme un système et les inégalités comme un système de classe, l'idée de justice sociale, c'est pas de faire que les acteurs bougent. C'est pas, jamais vous n'avez trouvé dans la littérature ouvrière, par exemple, le rêve que les enfants d'ouvriers deviennent autre chose que l'ouvrier. C'est pas, personne ne pense comme ça. Vous êtes dans l'idée que la justice sociale, c'est de resserrer les écarts de position sociale. C'est de faire que les plus riches soient moins riches, que les plus pauvres soient moins pauvres, et c'est de faire qu'il y ait ce qu'on appelait, au fond, un contrat de solidarité sous voile d'ignorance. Les riches vont rendre ce qu'ils ont pris parce que c'est le résultat du travail accompli par d'autres, et chacun a un devoir. C'est une morale assez conservatrice. C'est la morale que j'avais quand j'étais à l'école élémentaire, où les instituteurs disaient aux enfants d'ouvriers, si tu ne travailles pas extraordinairement bien, tu seras ouvrier comme ton père, mais rassure-toi, le progrès social fait que tu vivras mieux que ton père. Et tu seras ménagère comme ta mère, mais rassure-toi, tu vivras mieux que ta mère parce que tu auras une machine à laver, je sais pas, la télévision en couleur, patati. Tu restes à ta place et on resserre les écarts entre les places. Bon. C'est le grand modèle qui a été porté pendant un siècle par ce qu'on appelle la gauche, par ce qu'on appelle le mouvement ouvrier. Quelle que soit la manière dont on les nomme, c'est-à-dire en France plutôt socialiste, communiste, en Italie plutôt communiste, en Allemagne plutôt social-démocrate, en Angleterre plutôt travailliste,
c'est cette idée, on resserre les inégalités entre les places. J'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus. Je signale d'ailleurs, je renvoie au dernier bouquin de Rosan Vallon qui s'appelle La société des égaux, ça a marché, il ne faut pas se raconter de blagues. Les inégalités re-explosent aujourd'hui aux extrêmes des grandes fortunes, mais sur le siècle, les inégalités se sont considérablement resserrées pendant une très longue période, parce que il y avait cette image solidariste du contrat social, au fond, chacun contribue au fonctionnement du système et chacun doit être justement rétribué et reconnu pour ce fonctionnement. Avec des droits sociaux, je le rappelle, toujours indexés sur le travail. J'ai des droits parce que je travaille. Le droit à la retraite, ce n'est pas le droit d'aller glander en survêtement rose dans des avions pas chers. C'est le droit de se... Donc je dis ça parce que je prends beaucoup l'avion et quelquefois il m'énerve. Il m'énerve parce qu'ils se plaignent en plus. Bon. Bon. Mais c'est le droit du travailleur de se reposer. Le droit des vacances, c'est pas le droit de rien foutre, c'est le droit de se reposer. Le droit de se soigner, c'est le droit que l'on obtient du travail. Il y a l'image d'un contrat, d'un échange. Ça, c'est le vieux modèle de la justice sociale, on va dire, européen, qui a dominé en Europe pendant très longtemps. Aujourd'hui, le modèle de la justice sociale qui s'est complètement imposé et qui a pris une accélération très forte avec Nicolas Sarkozy d'ailleurs, c'est le modèle de l'égalité des chances. La justice sociale, ça n'est pas de réduire les inégalités entre les positions sociales. La justice sociale, c'est de faire que chacun ait les mêmes chances d'accéder à toutes les positions sociales, aussi inégales soient-elles. Spontanément, je regarde le nombre d'enfants d'immigrés et de femmes dans les grandes écoles et je dis c'est pas juste. C'est pas juste, il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez d'enfants d'immigrés. Ça prouve que la compétition n'a pas été équitable. Mais moi, je pense plutôt en termes de place. Si je dis ce qui n'est pas équitable, c'est qu'il y ait un tel écart de performance et de bénéfices entre ceux qui sont dans les grandes écoles, quels qu'ils soient, et ceux qui sont en train de perdre leur temps dans une formation scolaire de mauvaise qualité, quel qu'il soit. Mon raisonnement, plus personne ne le tient. Je peux vous dire que je travaille beaucoup sur l'école, y compris avec les syndicats d'enseignants, plus personne ne voit le monde comme ça. Tout le monde est obsédé par l'idée qu'il faut créer des inégalités justes, reposant sur le mérite des individus. Et dès que vous pensez comme ça, là où il y avait des classes sociales, on va dire les exploiteurs et les exploités pour faire du gros, bon. Même s'il y avait des degrés d'exploitation très différents, mieux vaut être exploité à EDF que sur les quais de Ouistreham, pour évoquer un livre célèbre. Bon. N'empêche que vous aviez un lien fonctionnel. Aujourd'hui, l'image qui s'est imposée des inégalités, c'est celle de la discrimination. C'est-à-dire, les victimes des inégalités ne sont plus tant les exploités que les groupes sociaux qui sont victimes d'une injustice dans la compétition pour l'égalité des chances. C'est-à-dire les femmes, principalement victimes parce qu'on soupçonne qu'elles investiront moins professionnellement parce qu'elles ont la détestable habitude, mais qui devraient passer de faire des enfants. Pour l'essentiel, c'est ça les inégalités salariales hommes-femmes. Évidemment, les minorités visibles, pour dire les choses dans ce vocabulaire qui est étrangement étrange, c'est-à-dire les gens, on dit, votre couleur de peau, votre religion, ceux dont parle Sarkozy avec tant de talent ces temps-ci. Vous avez donc, quand vous interrogez aujourd'hui un étudiant en première année de sociologie, je fais l'expérience, et que vous dites quelles sont les inégalités, il y a 20 ans, il vous disait les travailleurs et les patrons. Aujourd'hui, il vous dit pour l'essentiel les immigrés et les Français, les femmes et les hommes. C'est-à-dire des inégalités définies comme des discriminations. Et donc les catégories sociales pertinentes ne sont plus les classes. Si vous êtes aux États-Unis, je vous parle de classe sociale, les gens demandent bien de quoi vous parlez. Mais ce sont les catégories sociales qui subissent un stigmate injuste, qui les met dans une position inéquitable
de réussite sociale. Et toutes les politiques qu'on fait aujourd'hui, c'est pas de dire je vais réduire les inégalités scolaires, c'est de dire je vais aller dans le collège d'Hérouville le plus pourri, repérer les 3 bons élèves qui méritent, qui devraient pas être là parce qu'ils ont de bons résultats, je les sors, je les mets ailleurs, ils rentreront à l'ENA, la France est grande. Les autres, je suis désolé pour eux. Ils n'ont pas de mérite. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc la métaphore qui s'est imposée de la justice sociale, c'est la métaphore sportive. Hein? C'est-à-dire, au fond, pourquoi nous aimons le sport? C'est parce que le sport, Quevilly peut gagner. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi Quevilly peut gagner? Parce que l'arbitre n'est pas vendu. Quand même. Parce qu'on peut rejouer. Parce que, voilà. Et on va avoir cette représentation de la vie sociale qui change complètement l'image de la structure sociale. Aujourd'hui, si vous interrogez n'importe qui en France sur les grandes inégalités, il vous dira banlieue, campagne. On ne vous dira plus l'usine. C'est plus ça qu'on dira. On dira la banlieue, la campagne, c'est-à-dire les inégalités de chance, d'où l'obsession du stigmate, l'obsession de la discrimination, et l'obsession de l'identité, puisque si je suis stigmatisé, c'est parce qu'on m'attribue une identité négative, et je dois me battre, ce qui est bien légitime, actuellement je travaille là-dessus, pour que ce qu'on me reproche négativement, je le défende positivement. Hein, c'est la gay pride. Je suis fier, et je suis pour, et je veux dire que ce soit bien compris. Mais ce que je voulais faire comprendre, c'est que je change complètement de modèle de justice. Si vous allez aux États-Unis, qui est un pays qui n'est pas peuplé de crétins, contrairement à une légende, française. Hein, la France est un pays formidable qui dit les films américains, c'est les meilleurs du monde, le jazz, quand même, c'est un apport à l'humanité formidable. Je préfère les romans de Philippe Roth à ceux des types qui boivent des gorgées de bière le matin, là, je ne sais pas comment ils s'appellent. Mais à part ça, c'est tous des cons. Bon, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais leur image des inégalités sociales est complètement déplacée sur une égalité des chances. Lisez le livre magnifique de Donzelot, qui s'appelle Faire société, qui montre qu'on raisonne comme ça. Moi, je pense que ça pose des problèmes. Mais il n'empêche que là, vous avez un changement complet. On n'est plus dans des inégalités définies en termes de position dans un système, égalité des places, mais on est dans des inégalités définies en termes d'équité de la mobilité. La société juste, ce n'est pas la société dans laquelle il n'y a pas des riches et des pauvres, c'est la société dans laquelle tout le monde a la même chance de devenir riche en fonction de son statut. Vous allez me dire, ça c'est du libéralisme pur et dur. Eh bien, non. Je vais vous donner un exemple. Je connais bien des profs de sociaux, il n'y en a pas ici, mais qui sont de réalisme sociologique hard. Il y en a. C'est-à-dire qu'ils pensent que les moyennes ne sont pas des distributions. Là, je fais allusion aux statisticiens et les partis. C'est-à-dire qu'ils pensent que, puisqu'en moyenne, tous les enfants d'ouvriers travaillent moins bien que tous les enfants de cadres, non, qu'ils pensent que, puisqu'en moyenne, les enfants d'ouvriers travaillent moins bien que les enfants de cadres, tous les enfants d'ouvriers travaillent tous moins bien que chaque enfant de cadre. Ce qui est une bêtise totale. Bon. Mais il y a des gens qui le pensent. Et il y a notamment des gens qui le pensent quand ils sont profs de sciences sociales au lycée. Je ne sais pas pourquoi, il y a une sorte de... Ils font des cours, ils répètent ça aux élèves qui arrivent et qui disent « Monsieur, j'ai aucune chance parce que mon père est ouvrier, je ne vais pas pouvoir réussir mes études parce que mon prof qui a lu Bourdieu m'a bien expliqué que j'y arriverai pas. » Bon. Vous dites, quand le prof pense ça, et qui vote Mélenchon, s'il est très à droite, ou qui vote s'il est centriste, Artaud, quoi, voyez. Bon. Quand le prof pense ça, il doit dire logiquement à chaque élève, et ce n'est pas des blagues ce que je raconte, il doit dire à chaque élève, écoute cher, je ne sais pas comment tu t'appelles, Marie, tu as 2 à ta copie, mais c'est normal, tu as vu la position sociale de ton père, la position sociale de ta mère, la faiblesse de ta famille, le prof dirait, ta famille est très faiblement dotée en capital culturel, voilà. Et il dirait à l'autre,
tu as 18, mais c'est normal, ton père a fait des grandes écoles, tu es très fortement dotant, qu'appelle tu as. Le prof ne dira jamais ça. Il réintroduira un principe de liberté auquel il ne veut pas échapper. Il dira, c'est pas parce que ta mère est nulle que tu as le droit de rien foutre. Et il dira à l'autre, c'est pas parce que ton père est cadre qu'il faut que tu te crois. C'est-à-dire que, et le travailleur social ne dira jamais au chômeur, mon pauvre ami, vous êtes chômeur, on n'y peut rien, vous avez vu comment vous êtes. Il lui dira, allez, vous pouvez y aller, battez-vous. Donc, ce que je veux dire, c'est que on n'échappe pas, malgré tout, à ce modèle. Vous voyez, ce modèle de l'égalité des chances que moi je critique, il est quand même très fort parce qu'il repose sur un postulat d'autonomie des acteurs dont on ne se débarrasse pas d'un tour de main. Et très souvent, les sociologues s'en débarrassent quand ils font des analyses, mais dans leur vie personnelle, ils ne peuvent pas s'en débarrasser, car le prof qui dirait aux élèves « tes résultats sont nuls parce que ton père lui-même était nul », se fera casser la figure et personne n'y trouvera à redire. Parce qu'il aura insulté le gamin en le privant de ce qu'il a d'égal à tous, c'est-à-dire de sa liberté. Qui est une fiction, mais une fiction vachement utile. Donc, ces modèles deviennent extrêmement forts et on les voit se développer aujourd'hui dans un tas de politiques sociales avec ce glissement de la représentation des inégalités vers la discrimination, l'identité, tous ces thèmes-là qui sont extrêmement forts et qui peuvent même laisser parfois se développer une théorie de la vie sociale qui devient une quasi-théorie textuelle, que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire le vrai pouvoir social, c'est le pouvoir de nommer. Et donc, le fait de nommer fabrique les choses puisque le langage est performatif. C'est la manière dont les Américains nous renvoient Foucault et Derrida en disant dès que je dis que vous êtes une femme, je construis une relation de pouvoir puisque les catégories tatati, tatata, patati, post-colonial, post-machin, etc. Et donc, vous avez une sorte de transfert qui s'opère complètement du vieux matérialisme qui disait il n'y a que l'économie qui tient, c'était pas très malin, vers un culturalisme tout puissant qui fait que les étudiants qui veulent avoir l'air malins, mais il n'y en a pas ici, parce qu'ils sont vraiment malins ici, deviennent des déconstructivistes maniaques. Au fond, il faut déconstruire. Bon, puis il y a un moment où on a tellement déconstruit, mis en abîme la déconstruction précédente, dans une sorte de jeu, mais c'est très important comme changement de représentation. Et quand vous êtes dans les universités nord-américaines, c'est que vous êtes dans ce monde-là. Vous êtes dans ce monde où la lutte pour la justice, ça consiste à déconstruire obsessionnellement les catégories du langage qui fabriquent le stigmate, qui créent l'inégalité des chances. Mais personne ne va dire les riches sont trop riches. Car si le riche mérite sa richesse, il n'a rien à le reprocher. Le problème, évidemment, c'est que pour que le riche mérite sa richesse et pour que le bon élève mérite son succès, il faut que le pauvre mérite sa pauvreté et que le mauvais élève mérite son échec. Alors, nous sommes des gens convenables. Quand Sarkozy dit que les pauvres sont des feignasses, aujourd'hui, on sait que c'est un salaud. Et on a raison. Mais nous vivons dans un système scolaire qui ne cesse de dire que les mauvais élèves méritent ce qui leur arrive sans que personne y trouve à redire. Que leurs familles sont des missionnaires, qu'ils sont feignants, etc. Il y a quelque chose d'extrêmement cruel dans ce modèle, puisque la réussite des uns suppose la défaite des autres. Je ne peux pas avoir des vainqueurs qui méritent leur succès si je n'ai pas en même temps des vaincus qui méritent leur échec. À la différence du sport, que j'aime bien, c'est que le sport est une mise en scène est une dramaturgie de ce problème, mais le sport a cet aspect sympathique, c'est que les vainqueurs félicitent les vaincus, que les vaincus se disent on les aura la prochaine fois, enfin bon. Tandis que dans la vie réelle, quand vous avez perdu, vous ne recommencez plus, vous ne rejouez plus. Hein. Donc ça, c'est des changements très très forts, et j'insiste beaucoup, cette manière de voir la justice sociale était impensable, je dis bien impensable, dans la France d'il y a 30 ans, où elle était une vision particulière, annexe de la justice sociale.
Les changements aussi, c'est que ce sont des changements dans l'ordre de la théorie sociologique. Au fond, aujourd'hui, moi, ma crainte pour la sociologie, je vais m'arrêter. Ma crainte pour la sociologie, c'est que la sociologie, sous prétexte que l'idée d'intégration sociale ne fonctionne plus, devienne une sociologie qui étudie des petites choses insignifiantes. Bon, je vais expliquer ça, ce que je veux dire. D'abord, il faut observer qu'il y a de plus en plus de théories sociologiques qui sont des théories très puissantes et qui se débarrassent de l'idée de société. On peut faire de la théorie sociologique sans l'hypothèse de la société, l'hypothèse de la vie sociale, mais l'hypothèse qu'il y a une vie sociale organisée, déjà là et cohérente. C'est par exemple le succès formidable, et qu'on n'a pas intérêt à tenir pour anecdotique, de la pensée économique. Quand vous lisez, pas les économistes qui viennent nous expliquer les événements qui sont passés, la crise de 2008, mais quand vous lisez les très très bons économistes, vous vous rendez compte qu'ils ont des outils extrêmement puissants pour expliquer de manière très économique ce que les sociologues ont beaucoup de mal à expliquer avec beaucoup de pathos. Hein ? Par exemple, moi je trouve qu'aujourd'hui, la sociologie de l'éducation piétine, répète, de mon point de vue, obstinément souvent les mêmes choses. Les économistes de l'éducation sont très très bons. Parce qu'ils vous font carrément des modèles qui anticipent ce qui va se passer si vous créez. Par exemple, un économiste de l'éducation peut très bien vous dire, dès que le gouvernement choisit de recruter les professeurs des écoles à Bac+5, je peux vous dire quels seront les effets très précis sur les conditions d'éducation des enfants dans les écoles, parce qu'il va y avoir un effet mécanique d'embourgeoisement de ces professions. Comme c'est des femmes en général, elles vont mécaniquement épouser des hommes de ce niveau, leur dévotion au temps de travail sera telle, l'école va aller de plus en plus mal. C'est pas mal comme raisonnement, c'est pas sympathique du tout. Mais ils peuvent faire ils n'ont pas besoin de l'idée de... Il y a des comment dirais-je, de l'idée de culture qui est déjà là, etc. etc. Bon. Donc ça, c'est quand même la théorie dominante aujourd'hui. Deuxièmement, vous avez aujourd'hui une apologie de la micro-sociologie. C'est-à-dire, beaucoup de gens découvrent Goffman, que j'aime bien comme tout le monde, avec ravissement, parce que Goffman est un type formidable, qui, comme il le disait en parlant de Parsons, vous connaissez ce texte célèbre, il dit, Goffman écrit, je crois c'est au début de la mise en scène de la vie quotidienne, il dit « J'ai toujours pensé, comme Parsons, que le système social est très très important, mais j'ai décidé, pour ce qui me concerne, de ne jamais m'en occuper. » Bon. Autrement dit, la régulation de la vie sociale, ça se fait par les mécanismes économiques, et puis il y a l'espèce de surface de la vie sociale, la vie au guichet. Moi, je trouve la vie au guichet, c'est vachement intéressant, mais ça ne m'explique pas comment marche l'hôpital quand même. Bon, si je peux me permettre. L'ethnologie de la classe, c'est vachement intéressant. Ça ne me permet pas d'expliquer comment fonctionne, malgré tout, ce qui ressemble un peu à un système scolaire. Donc il y a aujourd'hui une tentation qu'ont beaucoup de jeunes chercheurs vers le micro. Au fond, je me débarrasse de tous ces vieux trucs. Le problème, c'est que ça n'intéresse personne non plus, le micro. Ben ouais. Si vous êtes micro, moi je vous invite plutôt à lire Proust, parce que c'est mieux. C'est micro et c'est bien. Voilà. Et tout le monde n'est pas Goffman, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire que le discours sur la vie sociale aujourd'hui est de plus en plus abandonné par les sociologues, et c'est les économistes qui s'en saisissent. Parce que eux, ils refabriquent du macro, ils refabriquent des mécanismes généraux. Et c'est un risque pour nous, parce qu'ils le refabriquent en faisant l'hypothèse qu'il n'est pas la peine qu'il y ait des cultures, pas la peine qu'il y ait des choses, des religions, des croyances, c'est pas la peine. Ils fabriquent ça très bien. Autre changement que j'ai évoqué, c'est évidemment les théories que j'appelle textuelles, c'est-à-dire les théories très à la mode aujourd'hui. Quand vous êtes aux États-Unis, vous ne tombez plus que sur des gens qui font des post-colonial studies, des gender studies, des Afro-American studies, c'est-à-dire qui dénoncent les catégories de construction de la vie sociale. Hein, la théorie du genre, c'est pas la relation des hommes et des femmes, c'est la théorie de construction, c'est la déconstruction d'une catégorie de construction de la vie sociale qui est le masculin et le féminin. Ce qui est vachement important.
Mais vous avez le sentiment aussi quand même qu'il se passe d'autres choses. Qu'il y a des conflits, des rapports sociaux, des grèves, des mouvements, enfin, qu'il y a plus de viande que ça dans la vie sociale. Donc il y a quelque chose qui est peut-être aujourd'hui en train de se jouer pour nous. Et si Bourdieu est aujourd'hui le sociologue français le plus connu et le plus lu, notamment en France, c'est parce qu'il reste le dernier sociologue de la société. Moi, je crois qu'un des charmes de Bourdieu, je ne suis pas bourdievin, mais je crois qu'un des charmes de Bourdieu, c'est qu'il continue à dire tout ça, ça fait un système. Tout ça, ça fait un système. Les capitaux, ça fait des champs. Les champs, ça fait des sous-champs qui sont dans des grands champs. Il y a une société. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors que tous les autres, d'une certaine manière, ont abandonné l'idée. Et donc, la question de la société, ça devient la question des attitudes individuelles. Et les deux concepts que vous connaissez, qui sont absolument dominants aujourd'hui dans la sociologie, c'est le concept de capital social et de confiance. C'est-à-dire, ce qui fait tenir la société, ça n'est plus le système qui s'impose aux acteurs, c'est les acteurs qui font des liens, qui font société. Je déteste personnellement, mais je sais qu'ici, ce n'est pas le cas de tout le monde, la notion de lien social. Je la trouve nunuche. Je sais qu'elle n'est pas assez... Je la trouve un peu nunuche, parce que ça consiste à dire, au fond, il y a quelque chose d'élémentaire qui est un lien interpersonnel et qui fabriquerait société. Je ne crois pas. Je crois que, notamment quand vous interrogez les acteurs dominés et que vous leur dites que la société n'existe pas, ils vous regardent d'un drôle d'air. Parce qu'en général, ils vous disent peut-être qu'elle n'existe pas, mais moi je la prends sur la gueule. C'est-à-dire, je prends des mécanismes objectifs qui s'appellent, je ne sais pas, le prix du foncier, l'évolution économique, la manière dont l'école se comporte avec mes enfants. Ce n'est pas du lien social. C'est du social lourd. C'est le retour du refoulé, si je peux me permettre, de la société. Et donc, les concepts dominants aujourd'hui, c'est le concept de capital social et de confiance. Là aussi, il y a une littérature formidable et de très très grande qualité. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir qu'avec le concept de capital social et de confiance, on renverse la problématique de Polanyi. Vous connaissez tous la problématique de Polanyi. Polanyi dit « Le capitalisme est une machine à produire des richesses et à détruire la vie sociale. Et on a inventé, parce qu'on est géniaux, il a raison, les sociétés industrielles, c'est-à-dire les manières d'emboîter le capitalisme, de le socialiser. » Jospin, qui n'a pas fait que des bêtises, avait une très jolie formule disant « Je suis pour l'économie de marché, mais pas pour la société de marché. » Ce qui est une formule à la Polanyi. C'est-à-dire, il y a de l'économie, mais c'est emboîté par des institutions, etc. Aujourd'hui, le raisonnement OCDE, FMI, c'est strictement l'inverse. C'est de dire, si j'ai des acteurs qui ont du capital, de la confiance, du capital social, etc., c'est bon pour le développement économique. C'est le livre extraordinaire de Putnam que vous connaissez sur l'Italie, et qui est un livre magnifique. Il dit, au fond, les Italiens du Nord, qui sont aussi riches que les Bavarois, les gens d'Émilie-Romagne, c'est pas parce qu'ils ont du pétrole et des idées, c'est pas parce qu'ils ont du pétrole et du charbon, c'est parce qu'ils ont du capital social, ils ont de la confiance. Ils font des affaires parce qu'ils ont confiance en eux. Les gens au Sud, ils font la mafia, parce que tout le monde se méfie de tout le monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas voter pour Sarkozy, qui est un homme qui crée, qui détruit la confiance. Voilà, je signale au passage, ça sera enregistré, mais tant pis, ça ne sera pas porté au terme. Voilà. C'est vrai, mais c'est un changement de paradigme extrêmement profond, qui consiste à dire, d'une certaine manière, et je reviens au point de départ, il faut développer un acteur dynamique qui va créer de l'économie, qui va créer de la croissance, etc. Et donc, on a vraiment, à mon avis, que la notion de cohésion sociale, je ne dirais pas un changement de paradigme, parce que moi, je ne sais pas vraiment donner de cohérence à la notion de cohésion, mais je crois qu'en tout cas, on est vraiment sorti d'un vieux paradigme qui, lui, était très cohérent, qui est le paradigme de l'intégration. Et aujourd'hui, au fond, on est dans ce langage très mollasson, et le discours de la cohésion sociale fonctionne, au fond, parce qu'il est mou. Je veux dire que cette espèce de faiblesse fait son charme. Hein,
les notions un peu molles sont plus commodes pour la vie sociale. On a l'air de savoir de quoi on parle. On a l'air d'être d'accord. Et donc, quand aujourd'hui on vous demande de travailler sur la cohésion sociale, moi je le vois très très bien, on m'a demandé par exemple, je fais ça pour un programme ANR sur l'école, on vous dit en quoi l'école est bonne pour la cohésion sociale. Ça veut dire trouver des indicateurs de cohésion sociale, climat scolaire, confiance dans les autres, capital social, relations entre les élèves et les profs. Montrez-moi quelles sont les conditions qui le font émerger, hein, mode d'organisation de l'école, formation des enseignants, tatati tatata. Et deux, montrez-moi en quoi c'est bon pour la société, niveau d'emploi, créativité, confiance dans la démocratie, etc. Et là, on tombe sur un énorme paradoxe, et je m'arrête, c'est qu'on peut avoir de très bons effets individuels de cohésion qui ne sont pas des effets collectifs de cohésion ou d'intégration. Je prends un exemple très simple. Vous savez que la formule, tous la formule célèbre et magnifique de Victor Hugo, quand j'ouvre une école, je ferme une prison. C'est les formules types de la cohésion sociale. Hein. J'ouvre une école et je ferme une prison parce que les enfants... Eh bien, non. Depuis un siècle, on ouvre des écoles et on ouvre des prisons. Ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de lien. Et ça n'a pas de lien, pourquoi? Parce que quand on regarde les données très précisément, plus les gens ont fait des études, plus ils sont, je ne vais pas employer le langage international qui est le bon langage, plus ils sont libéraux. Je vous signale que le mot libéral n'est une insulte qu'en France. Partout, ailleurs dans le monde, quand on vous traitera de libéral, il faut le prendre pour un compliment, je vous signale. C'est-à-dire, ça veut dire que vous êtes pour l'État-providence, pour le droit à l'avortement, antiraciste, pour les protections sociales, pour la démocratie. Voilà. Et plus vous faites des études, plus vous avez ce genre d'attitude. Donc, vous pouvez dire, plus dans une société, des gens font des études, plus cette attitude se développe. Eh bien, ce n'est pas vrai. Parce que cette attitude se développant chez les uns va produire systémiquement des effets inverses chez les autres. Et donc, les États-Unis sont un cas magnifique. Les gens que produit l'université américaine sont des gens formidables. Je veux dire, ils sont libéraux, ils votent bien, ils sont généreux, ils donnent leur argent à des associations, etc. Et ça n'a pas d'impact sur le système social américain. Je vous donne un deuxième exemple. Je ne sais pas, je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que ceux qui n'entrent pas dans ce jeu-là vont développer des attitudes extrêmes. Je dis ça parce qu'il faudra qu'un jour on réfléchisse très sérieusement sur ce qui nous arrive en France, où il y a de plus en plus de gens à l'école, etc., où quand même, grosso modo, un tiers des Français disent « je suis raciste ». Quand même. C'est pas des... On ne va pas passer notre vie à dire c'est des crétins. Je veux dire, il y a un moment où il faudra quand même se poser des questions. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'effet des attitudes individuelles, un effet collectif n'est pas la somme des attitudes individuelles. C'est ce qu'on appelait, quand j'étais étudiant, le paradoxe écologique. Voilà. Ce qui est le cœur de la sociologie. Et donc, il faut réintroduire l'idée de société, l'idée d'intégration, un petit peu. Autrement, on aboutit à des problèmes sur la cohésion sociale. C'est que je développe des attitudes cohésives qui n'ont pas d'effet social. Je prends ce premier exemple. Deuxième exemple que je prends, vous prenez l'égalité des chances. Les États-Unis sont un pays qui a développé l'égalité des chances de manière, avec un radicalisme et une puissance formidable. Si vous êtes aux États-Unis dans les années 60, imaginez que 30 ans après, les grandes stars du cinéma seront noires, que le président des États-Unis sera noir, que le patron du Washington Post sera noir, que les grands patrons des banques seront souvent des noirs, qu'il y aura une bourgeoisie noire, tout le monde vous aurait dit « tu rêves ». Dans le pays des lois Jim Crow, tu rêves. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et c'est extraordinaire. Et la France pourrait largement s'en inspirer. Mais la situation globale des Noirs s'est dégradée. Elle s'est dégradée parce que vous avez aspiré de la communauté noire et sorti de la communauté noire au nom de l'égalité des chances, et vous avez laissé les autres s'enfoncer de plus en plus bas.
Il y a un feuilleton, une série américaine que je vous invite à voir, qui est je pense, que si je l'avais vu, moi, il y a 30 ans, je n'aurais pas fait de sociologie, ça s'appelle The Wire. C'est tellement bien que n'importe quel sociologue a envie de changer de métier. Deuxième cas sur les femmes aux États-Unis, l'accès des femmes aux élites aux États-Unis est exceptionnel. La situation moyenne des femmes s'est dégradée en même temps par rapport à la situation moyenne des hommes. Donc, il faut quand même ne pas rester totalement dans une conception émergente de la vie sociale. La vie sociale, ça n'est pas que le produit des attitudes des acteurs qui montent comme ça et qui fabriquent des effets. Je crois qu'il faut aussi réintroduire les vieux raisonnements, pour ça que je suis ces temps-ci un petit peu archaïque sociologiquement. Je crois qu'il faut garder l'idée qu'il y a des mécanismes, qu'il y a des processus, et qu'il y a au fond une certaine objectivité de la vie sociale qui renvoie plutôt au modèle de l'intégration, plutôt qu'au modèle dans lequel on est de la cohésion, de l'égalité des chances, de l'individu qui se mobilise, des politiques sociales qui mobilisent, qui font bouger, etc., etc. Oui, sans doute, mais ça ne me semble pas aussi efficace et aussi pleinement explicatif qu'on soit tenté de le dire. Donc je terminerai en disant que je ne serais pas hostile à un petit revival durkheimien, voire à un petit revival marxiste, même si personnellement ce n'est pas ma sociologie, je trouve qu'il ne faut pas aller trop loin dans l'idée qu'il n'y a pas de société, qu'il n'y a pas de mécanisme, qu'il n'y a pas de structure, ce qui me semble être trop dans l'air du temps aujourd'hui. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, je suis désolé.